Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus pour cette 12e journée du centre hospitalier et de la SPIC organisée par la SPIC. D'abord évidemment remercier le président de la SPIC, les membres du bureau de la SPIC, tous les intervenants, les discutants, les modérateurs et les intervenants qui interviennent, qui contribueront, je suis certaine, à la réussite de ce rendez-vous annuel. Alors, on n'est pas sur la même dimension que l'année dernière. Nous avions organisé, je ne sais pas si certains étaient venus, un colloque européen sur le thème de la psychiatrie entre liberté et contrainte, qui fut une magnifique réussite avec 150 participants. Cette année, vous avez souhaité nous proposer ce thème d'étude, l'imaginaire, sa place dans la clinique. Alors, l'imaginaire, quand j'ai lu ce mot, je me suis dit, tout de suite, il y a ce mouvement dans notre esprit qui s'emballe, et tout de suite je l'ai canalisé en regardant donc le grand dictionnaire, Larousse, Robert, de la langue française, pour trouver déjà la définition de l'imaginaire. Alors, une définition qui remonte à peu près au XVe siècle. Si on reprend le sens étymologique premier, qui je crois, tout le monde est à peu près d'accord, est un peu réducteur, c'est imago, en latin, image, c'est certainement insuffisant pour définir ce concept d'imaginaire. Il faut peut-être reprendre plutôt les racines grecques et le ramener à la mythe, à la mythologie, au fantasme, aux icônes, à tous ces concepts que d'ailleurs vous avez évoqués au cours de la journée. Le concept d'imaginaire, concept très polysémique, s'emballe évidemment au XIXe siècle avec l'émergence de la psychanalyse et comme un des trois éléments entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Alors moi je ne partirai pas, évidemment ce n'est pas du tout ma spécialité dans ce thème-là, je suis patiente d'écouter toutes les interventions. Je prendrai juste deux définitions, deux citations plutôt que définitions, une d'Alain, parce que je l'ai trouvé assez titille un petit peu l'esprit. Alors Alain, dans ses propos, le philosophe Alain, c'est l'imaginaire toujours qui est notre ennemi, parce que nous n'y trouvons rien à prendre. Que faire contre des suppositions? C'est intéressant à analyser. Et une autre, très différente, de Gaston Bachelard. La valeur d'une image se mesure à l'étendue de son auréole imaginaire. Grâce à l'imaginaire, l'imagination est essentiellement ouverte, évasive. Elle est dans le psychisme humain, l'expérience même de l'ouverture, l'expérience même de la nouveauté. Tout un programme pour votre journée, un gage d'ouverture justement. Bonne journée, bonnes interventions. Je laisse la parole au président de la SPIC, Dr Vincent Robert. Merci Madame la Directrice. Bonjour, bienvenue à tous pour cette 12e journée d'études organisée par la SPIC. En tout premier lieu, je tiens à remercier tous nos intervenants, Bernard Sénève et Philippe Quesnel qui viennent de Belgique et de Suisse pour être parmi nous, Gérard Klein, ténor de la science-fiction française, qui dérogera à ses habitudes pour être à nos côtés, Clotilde Le Guil, qui devra nous quitter rapidement car elle est attendue à Rome pour une conférence aujourd'hui même, mon amie Catherine Delmas pour avoir organisé avec moi la 3e table ronde qui réunira Patrick Alessian, Tristan Garcia-Fons et Martine de Maximi, ancienne présidente du tribunal pour enfants de Nanterre. Je ferai comme vous la connaissance de Jérémy Saint-Zel et de Christophe Dufond-Barret. Enfin, j'adresse un remerciement spécial à mon ami Jean Garabé pour sa fidélité. Ma gratitude va également à tous ceux qui soutiennent notre action et permettent au centre hospitalier Les Murets de tenir ces journées avec régularité, parmi lesquels Madame Pénègre, que vous venez d'entendre, notre directrice, le bureau de la SPIC, à la solidarité parfaite, l'ensemble des services techniques de l'hôpital, les ergothérapeutes qui nous permettent d'exposer quelques œuvres de patients, enfin l'industrie pharmaceutique, avec l'appui des laboratoires AstraZeneca, Janssen et Otsuka. Il me revient une nouvelle fois de faire l'introduction au thème de ce colloque. Il y a une logique à ce que cela me revienne. J'ai en effet choisi le sujet, l'imaginaire, sa place dans la clinique, et ce n'est pas un accès facile.
L'imaginaire, au premier abord, c'est la fuite hors de la réalité. C'est le rêve, le fantasme, le délire même, ces trois mots faisant le titre de notre deuxième table ronde, et nous voyons poindre dans ces échappées hors de la réalité une satisfaction, une sorte d'endormissement. Ah, continuer à dormir pour pouvoir retrouver le rêve enfui au réveil, n'est-ce pas le souhait habituel de tout rêveur? Prenons ainsi comme première version de l'imaginaire ce qui nous permet d'échapper au poids et aux contraintes de l'existence. Et l'on entrevoit aussitôt sa vertu quand la vie se fait douleur d'exister, tedium vitae, disaient les anciens. Et pour prendre un exemple, l'on sait à quel point le délire, qu'il soit de culpabilité, de petitesse, d'indignité, possède une vertu curative, le mélancolique se suicidant quand il s'améliore, soit lorsqu'il cesse de délirer, perdant l'appui imaginaire de ce délire. Mais dans l'imaginaire, quelque chose peut être tapi dans l'ombre et d'un coup venir faire effraction, à la façon dont le cauchemar conduit implacablement le rêveur à l'angoisse. Le dessin de Little Nemo, choisi pour l'affiche de notre colloque, en donne une belle illustration. Freud, dans son article sur l'inquiétante étrangeté, met en valeur comment le familier, le Heim, conduit à l'inquiétant, le Unheimlich. Dans les jeux de l'enfant, comme dans les contes qu'on se plaît à lui raconter, ou de façon plus moderne, dans les dessins animés, on déchiffre facilement cet apprentissage, cette familiarisation avec l'Unheimlich. On apprend à vivre en pensée avec l'abandon, à être dévoré par les ogres, fait prisonnier par des sorcières épouvantables qui proposent des fruits empoisonnés, etc. Et notre goût pour le cinéma d'évasion, notre intérêt pour les multiples séries policières ou autres, ne viennent-ils pas nous dire que nous restons de grands enfants, se délectant pour des raisons obscures des méfaits des sériels qui avancent? En termes savants, nous dirions que l'imaginaire voile le réel. Le psychanalyste Jacques Lacan a renouvelé la pensée clinique en distinguant ces trois catégories, le symbolique, l'imaginaire et le réel, auquel Madame Pénègre faisait allusion. Reprenant le stade du miroir décrit par Vallon, il a mis en valeur comment le moi de l'être humain se constitue dans une aliénation par l'image, passée dans la langue commune comme le narcissisme. Le moi, qui fonde l'identité de chacun d'entre nous, a donc un statut imaginaire. Par ailleurs, pour Lacan, le symbolique, pensé par Freud, était trop entaché d'imaginaire. Vous savez, c'est le côté, si vous rêvez que vous montez un escalier, les marches et les soufflements signifient qu'il s'agit d'un coït. C'était le côté prêt-à-porter de l'interprétation analytique dans ses débuts. C'était d'autant plus facile de pencher de ce côté que le signifiant ayant une place éminente dans la sexualité humaine, le phallus, se prête avec une grande facilité à ce type de représentation imaginarisée. Les publicistes s'en sont abondamment servis. La vocation de la psychanalyse fut alors, pour ce premier temps de l'élaboration lacanienne, de désaliéner le sujet de ces contaminations imaginaires pour l'aider à trouver le chemin de son désir. Pour cela, Lacan a voulu couper les ponts entre l'imaginaire et le symbolique et créer un symbolique délesté de tout imaginaire. Il se faisait fort d'ailleurs de faire dire à n'importe quel mot, n'importe quelle chose. L'exemple pris, emprunté à Éluard, était le suivant. L'amour est un caillou riant dans le soleil.
Le sens de sa célèbre formule, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, propose alors une toute autre version du symbolique, plus proche des mathématiques, un sens ne pouvant n'être que du renvoi des signifiants entre eux, nécessitant la parole du patient, ses associations. Fin du prêt-à-porter, donc, et des significations toutes faites. Cette orientation va trouver sa limite quand Lacan constate que le sens est un tonneau des Danaïdes, que la vérité a structure de fiction, que ce qui fait notre identité repose sur la mémoire, elle-même bien peu objective. Ces observations le conduiront à postuler que tout le monde délire. Mais alors, sur quoi s'appuyer si l'imaginaire et le symbolique sont trompeurs? Lacan a alors entrepris de mieux cerner le réel. Il s'est appuyé sur les travaux de Freud, sur la répétition, qui vont amener ce dernier à postuler un au-delà du principe de plaisir, une pulsion de mort. Au fond, chez tout un chacun, qu'il le sache ou pas, des choses se répètent à son corps défendant. On s'en plaint, mais cela s'impose à nous. Parfois, on sait que telle conduite n'est pas pour notre bien, mais on y va quand même. Tout médecin devrait savoir cela. Il n'est pas du tout avéré que son patient veuille guérir, bien qu'il se plaigne. Il y a bien souvent une jouissance à rester malade, particulièrement en psychiatrie, et pas uniquement dans les addictions. Cette jouissance, se déguisant sous les atours de la souffrance, a été au final considérée par Lacan comme le guide le plus sûr pour l'orientation du traitement. Mais le traitement, même s'il s'oriente de ce réel qui se répète, doit prendre en compte les effets néfastes ou au contraire salutaires de l'imaginaire, qui sont nombreux et que nous voudrions illustrer très rapidement. Parmi les effets néfastes, il y a tout ce qui tient à la relation spéculaire à l'autre, la relation spéculaire à l'autre qui peut aller du transitivisme jusqu'à la lutte à mort de pur prestige, de l'économie à l'écopraxie, de l'identification imaginaire à l'épidémie de suicide, de la contamination de l'agitation dans un service au passage à l'acte. À l'opposé, parmi les effets bénéfiques de l'imaginaire, nous l'avons vu avec le tableau mélancolique, le délire est un appui que Freud élevait à la tentative de guérison. L'imaginaire peut engendrer un effet de bord salutaire, une illustration peut en être fournie par la mode actuelle des tatouages ou la pratique des scarifications. Un être humain peut fournir un appui imaginaire, qu'il soit un partenaire, un enfant, un parent. Et là, attention à ne pas forcer la séparation. Enfin, l'imaginaire peut comporter un effet de voile sur l'horreur. Nous l'avons vu avec les contes pour enfants. Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole à la Suzanne pour la première table ronde et la Maxime. Merci. Bonjour, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, chers collègues. C'est un grand plaisir pour moi de présider cette première table ronde. L'imaginaire, sa place dans la clinique. Et je remercie vivement Dominique Vintrebert pour sa confiance et que je voudrais complimenter pour l'organisation de cette belle journée autour d'une thématique rarement abordée dans les colloques avec d'aussi prestigieux orateurs. L'imaginaire. Dans un brillant petit essai intitulé « La maladie comme métaphore », Suzanne Sontag montre par des références empruntées au monde des arts et des lettres combien l'imaginaire imprègne notre conception de la maladie. Au XIXe siècle, avant l'identification du bacille de Koch, on considérait la tuberculose comme une maladie de la passion. Elle touchait les artistes et les poètes, les personnes sensibles et romantiques. Par extension, on attrapait la tuberculose pour avoir cet air de langueur, alors tellement à la mode, qui rendait intéressant et séduisant. À l'opposé,
Le cancer, cette affection qui ronge l'organisme, atteint les parties cachées inavouables, rectum, utérus, ou rend répugnant les parties désirables, le sein, la peau. Dès lors, la tumeur cancéreuse et la malédiction qui affecte celui qui n'arrive pas à faire face à ses responsabilités, celui qui se laisse aller. La valeur métaphorique de la tuberculose a disparu de l'imaginaire populaire, non pas lors de l'identification de la cause de cette maladie, mais seulement après la découverte des des médicaments antituberculeux. Pour la même raison, la notion de péché attachée au syndrome du sida a encore de beaux jours devant elle, en l'absence de traitement efficace. Il ne faut pas croire que de telles conceptions épargnent les milieux médicaux tels que nous le rappelle un article de Marc Bourgeois sur la mythologie de la médecine somatique. Toutes ces considérations pourraient laisser croire que les relations entre l'esprit et le corps, censées être à l'origine de la maladie psychosomatique, appartiennent exclusivement au domaine du symbolique et de l'imaginaire. Or, une telle conception est inexacte, comme le montrent les milliers de cas répertoriés qui rapportent l'existence d'une cause psychique attestée à l'origine d'une affection organique et qu'il ne s'agit pas de maladie imaginaire. Je m'arrête là pour cette introduction et j'ai l'honneur de vous présenter deux orateurs qui vont nous parler de l'imaginaire dans l'histoire de la psychiatrie. Alors je commence par le professeur Garabé qui nous a déjà fait le plaisir de venir d'être présent pour les 50 ans du CHL. Alors est-ce qu'il faut vous le présenter rapidement? Monsieur le professeur est l'auteur d'un nombre important de publications dans l'histoire de la schizophrénie, un siècle pour comprendre, 100 mots pour comprendre la psychiatrie, des publications sur Henriet. Il a dirigé et participé à plusieurs livres sur Philippe Pinel, sur l'automatisme mental et des publications prestigieuses, dont l'Encyclopédie Universalis. Psychiatre honoraire des hôpitaux, membre honoraire de l'Association mondiale de psychiatrie. Vous nous faites un grand honneur de participer à notre journée de la SPIC. L'imaginaire, sa place dans la clinique, avec votre communication, de la clinique de l'image à la clinique de la parole, naissance de la psychopathologie. Alors, je vais à mon tour remercier Dominique Matrevert pour cette nouvelle invitation, qui est loin d'être la première de venir au Muret, et également notre présidente pour la présentation qu'elle a faite de moi, qui me fait un peu peur, parce que je me demande si du coup je vais être à la hauteur. Alors effectivement, je vais vous parler de la clinique de l'image à la clinique de la parole, en développant l'idée que c'est là que naît la psychopathologie. Je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre de mots qui ont déjà été employés et qu'on va beaucoup employer sans doute au cours de la journée, qui sont image, imaginaire, imaginaire adjectif, imaginaire substantif. Du coup, j'ai mis une majuscule parce que c'est souvent confondu. Tout ceci vient d'imago en latin, mais vous savez que Jung va introduire imago en psychanalyse un certain temps. Qu'il y a aussi en grec icône, et que icône va donner iconographie, qui est définie comme la représentation graphique d'un personnage ou d'un sujet, mais qu'il y a maintenant une iconographie médicale qui remonte presque aux rayons X, et puis actuellement avec des techniques d'iconographie médicale beaucoup plus développées. Alors, jadis,
les maladies étaient représentées symboliquement dans la culture occidentale chrétienne par des icônes de saints, et ces saints à la fois donnaient leur nom à la maladie et protégeaient contre cette maladie. Alors, les exemples sont bien connus. Saint Guy, qui protège en principe contre la danse de Saint Guy que nous appelons choréoatétose, le feu de Saint Antoine, qui nous protège de l'ergotisme. Et il y avait même un ordre, les Antonins, qui étaient chargés de traiter le feu de Saint Antoine, et les pères de Saint Sébastien et de Saint Paul. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 22 septembre, c'est la fête de Saint Côme et Saint Damien, qui sont les patrons, l'un des chirurgiens, l'autre des pharmaciens. Il n'y a pas de patron spécifique pour les médecins ni les psychiatres. Alors, dans cette culture, la Trinité, l'unité de la Trinité, qui est un des grands mystères de la religion catholique, est représentée symboliquement par des anneaux qu'on appellera borroméens, parce que ces anneaux figurent dans les armoiries de la famille des Borroméens. Or, Saint Charles Borromée a assisté ses douanes lors de la grande épidémie de peste de Milan, dont il était l'archevêque. Je dirais d'ailleurs que dans beaucoup de villes, on continue à célébrer de grandes cérémonies. Par exemple, à Montpellier, il y a de nos jours des grandes cérémonies autour de Saint-Roch. Alors, Saint Jean de Dieu fait une expérience de folie mystique, parce qu'on a beaucoup discuté, est-ce qu'il était vraiment fou ou pas? Pour moi, il n'y a pas de problème. C'était une expérience psychopathologique, et au cours de laquelle il s'identifiait à l'image du Christ en croix, et à la suite de ça, il a été conduit à l'hôpital de Grenade, où il a été maltraité, plus que traité, et par la suite, il a été canonisé. Et les frères de Saint Jean de Dieu, comme vous le savez, ont fondé de très nombreuses institutions, à Paris, l'ancien hôpital de la Charité, et à Charenton, l'asile d'aliénés, que nous avons connu un temps comme centre hospitalier spécialisé Esquirol, puisque maintenant ça ne s'appelle plus comme ça. Et je pense d'ailleurs que ce changement de dénomination des institutions correspond aussi à des changements de conception, et que là, par exemple, Charenton, maison des Saint-Jean de Dieu, CHS Esquirol, est peut-être un passage d'une conception encore religieuse de la folie à une conception plus laïque de la maladie mentale. Alors, la naissance de la médecine moderne. La naissance de la médecine moderne, tous les historiens s'accordent pour dire que ça naît à Paris au XIXe siècle, de l'emploi de la méthode dite anatomo-clinique. Cette méthode se fait, comme vous le savez, en deux temps. La première est l'observation au lit du malade, clinicos, des symptômes et des signes des maladies. Je souligne ces deux mots parce qu'ils sont souvent confondus de nos jours. Pour faire le diagnostic positif des maladies. Et deuxième temps, l'examen anatomopathologique post-mortem à l'autopsie des jus, des organes lésés, à la recherche d'éventuelles lésions. Alors, parfois on en trouve, parfois on n'en trouve pas. Mais ça donne donc naissance à l'organicisme en médecine. Je ferai d'ailleurs remarquer que l'organicisme est un double tranchant, parce que quand on ne trouve pas de lésion, c'est aussi, d'une certaine manière, de l'organisme. Mais si le regard médical
permet d'étudier très tôt l'anatomie du cerveau humain. Vicq d'Azir, juste avant la Révolution française, Vicq d'Azir était entre autres médecin de Marie-Antoinette, publie le premier tome de son vaste ouvrage comparant le cerveau humain, d'ailleurs, avec un certain nombre d'espèces animales supérieures, où il décrit un certain nombre de structures cérébrales que l'on décrit encore de nos jours. Dans ma jeunesse, on parlait du faisceau de Vicq d'Azir, mais ma petite fille, qui est neurologue, m'a dit que ça ne s'appelle plus du tout comme ça. Mais c'est bien Vicq d'Azir qui l'a décrit. Alors la grande différence, c'est que toujours à la même époque, on ne peut ni voir, ni analyser les symptômes et les signes des différentes formes d'aliénation mentale que décrit à peu près à la même époque Philippe Pinel. Mais j'ai regardé les diapositives de l'orateur suivant, je crois qu'il va nous en reparler. Alors, donc je passerai assez rapidement pour ne pas empiéter sur ce qu'il va dire. En 1800, Pinel publie le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou l'agonie. Et alors, il inclut ce qu'il appelle des historiettes, qui sont en fait le récit par le malade lui-même de ce qui a pu expliquer la genèse de l'autre. Vous savez que d'autre part, le grand aspect de ce traité, c'est qu'il conclut à l'abandon de toutes les méthodes physiques barbares, pas uniquement l'échelle, mais toutes les méthodes physiques barbares. Il est encore plus opposé au saigné pour traiter la folie dans l'enchaînement, et se contenter de ce qu'il appelle traitement moral de la folie. Alors on a parfois dit, comme on aimerait très bien ce que c'était traitement moral, c'est pas du tout au sens de la morale, c'est au sens de morale opposée à physique, c'est-à-dire la psychothérapie. D'ailleurs, Elrod le comprend bien, parce qu'il publie immédiatement, ben voilà, M. Pinel a découvert la psychothérapie. Alors, 1802, effectivement, tout à fait à la même époque, Cabanis publie ses fameux rapports du physique et du moral, puisque c'est effectivement la question qui, au fond, se pose toujours de nos jours. Quels sont les rapports du physique et du moral? Alors, un autre élève, d'ailleurs le premier élève et le successeur de Pinel, Landré Beauvais, publie, successeur de Pinel, aussi bien à la Salpêtrière comme professeur à l'école de santé. Publie en 1809 sa sémiotique ou traité des signes des maladies. Et ce livre est un livre très important parce que c'est la naissance de la sémiologie, et il distingue très soigneusement les phénomènes, les symptômes qui sont perceptibles par les sens, et enfin les signes. Je dis qu'actuellement, il me semble qu'il y a une confusion constante entre symptômes et signes. Et surtout, il dit que ce qui est important, c'est la recherche du rapport qui unit le symptôme signifiant avec le phénomène signifiant. Cette formule sera bien entendu reprise reprise pas par Ferdinand de Saussure, elle sera reprise dans le cours de Ferdinand de Saussure, un cours de linguistique structurale, qui est publié par les élèves de Saussure en 1913, et bien entendu, ce sera repris ensuite dans le structuralisme, mais c'est une formule qui est d'origine, si je puis dire, médicale. Alors, le deuxième élève de Pinel, Esquirol, je pense que si Esquirol m'entend, il serait vexé, parce qu'il s'est toujours présenté comme le premier. Non, le premier, c'est bien Landré Beauvais, publie tout à fait à la fin de sa vie un recueil de ses textes qui est intitulé « Des maladies mentales considérées d'un point de vue médical ». Enfin,
j'abrège le titre qui est fort long, pour signaler qu'il illustre de 27 planches gravées par Tardieu de portraits d'Avignon. Il fait ensuite dessiner par Gabriel à Charenton plus de 200 de ses portraits, dont celui d'Hugo, frère du poète Idiot. C'est ce que j'avais choisi pour illustrer l'histoire de la schizophrénie. Parce que c'est bien entendu, sous cette formulation, c'est Jean Hugo qui était atteint d'idiotisme. À l'époque, idiotisme, c'est pas du tout notre idiotie contemporaine, si j'ose dire. C'est tout autre chose. Et cette œuvre, d'ailleurs, va être reproduite dans la récente Au-delà du conscient, histoire illustrée de la psychiatrie et de la psychanalyse, qu'ont publié Elisabeth Roudinesco, Pierre Morel, il y a quelques années. Parce que ce qui est assez curieux, c'est que le début du XXe siècle est marqué par la publication de toute une série d'ouvrages sur les images de la folie. Et en 2005, au Grand Palais, Jean Clair organise une exposition « Mélancolie, génie et folie en Occident », avec un catalogue absolument extraordinaire, qui est sans doute un des ouvrages principaux de psychiatrie de ces dernières œuvres. L'exposition est allée ensuite à Berlin, et je ne sais pas s'il y en a. Alors, également, un peu après, Georges Heller, puis d'Esquirol, qui, dans sa thèse, a employé la fameuse formule « Il n'y a pas de folie sans déni », et qui a traité Théodore Géricault, qui était lui-même dépressif et suicidaire, et Géricault peint ces fameux 10 portraits de monomanes. Il intitule comme ça. Alors, vous savez que ces 10 portraits de monomanes, ils ont été dispersés et qu'on en retrouve un certain nombre dans les grands musées internationaux. Il y en a un au Louvre. Il y a eu une exposition très remarquable où on avait réuni les 10 portraits de monomanes qu'on avait ramenés à Paris des différents musées où ils sont. Alors, à nouveau, Claude Quétel, qui publie lui aussi un ouvrage, je veux dire concurrent, L'image de la folie, reprend un des portraits de monomanes. Mais la question que je voudrais poser, si vous voulez, à partir de ces portraits, est-ce qu'il s'agit là de la folie monomaniaque telle que la voient ou l'imaginent les animistes, ou telle que la vivent ceux qui en souffrent? Je suis content de poser la question. Alors, je vais passer assez rapidement sur quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, si je puis dire, l'histoire de la folie. C'est qu'en 1822, Ben, interne à Charenton, présente sa thèse où il décrit une démence avec idée mégalomaniaque qui se termine par la mort. Et là, l'examen post-mortem du cerveau montre effectivement une atteinte organique méningo-encéphalitique. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que pour Ben, c'est plutôt l'atteinte des méninges qui provoque cette folie que l'atteinte cérébrale elle-même. Mais en tout cas, le tableau clinique devient l'image même de la folie. Le fou est celui qui se prend pour Napoléon. Comme effectivement, on voyait quand il y avait encore des paralysies générales
pas des malades qui se prenaient pour Napoléon, la reine de Saba, etc. J'ai passé, moi, comme ça, un semestre d'internat à Sainte-Anne au milieu de personnages historiques. Alors, Morel, autre aliéniste de la fin du XIXe siècle, qui, au milieu plus exactement, a publié plusieurs traités, on les confond un peu les uns avec les autres, mais dans son traité des dégénérescences de l'espèce humaine, il le fait accompagner d'un atlas de lithographie gravé par Torel avec les images des dégénérescences maladives. Je dis, parce que c'est effectivement ces dégénérescences maladives qu'étudie Morel pour déterminer quels peuvent être les facteurs héréditaires ou environnementaux qui peuvent les produire. Parce que dans la théorie de la dégénérescence de Morel, contrairement à ce qu'on a dit, les facteurs d'environnement comptent autant que les facteurs héréditaires. Alors, Pierre Briquet publie en 1956 son traité clinique et thérapeutique de l'hystérie, où il dit que ça n'a rien à voir avec l'utérus, que c'est une névrose de la partie de l'encéphale qui reçoit les impressions affectives et les sensations observées. Elle est donc aussi observée chez l'homme, et son traitement consiste essentiellement à écouter les dires des malades. Alors, vous savez que sous l'influence en particulier de l'école de Charcot, on se pose la question de savoir si les contes mystiques sont des hystériques, à partir de la fameuse histoire des convulsionnaires de Saint-Bernard et de Sainte Thérèse d'Avila. D'ailleurs, Lacan met sur la couverture d'Encore la statue de Sainte Thérèse d'Avila, faite par le Bernard. Alors, l'an dernier, Catherine Boucara, notre collègue de la Saint-Vétérinaire Olympique Hypnose, a publié un livre absolument extraordinaire, Une vie avec l'image, avec Charcot, où elle distingue différentes étapes. La première, c'est observer le corps, c'est la naissance de la neurologie, c'est uniquement l'observation. Ensuite, le passage du corps au psychisme. Vous savez qu'à ce moment-là, Freud arrive à la Salpêtrière, recommandé à Charcot par Bénédicte. La troisième, c'est transmettre une vision, et dans le livre et dans l'exposition dont je vais peut-être parler, figurait le schéma dessiné par Charcot en 1892, où est dessiné le psychisme inconscient, le deuxième moi, l'idée fixe, les idées antérieures condamnées, etc., ce qui est déjà une représentation de la première utopie freudienne. Alors, ne me dites pas que j'accuse Freud d'avoir copié Charcot. Mais enfin, alors, effectivement, Sigmund Freud va publier La science des rêves. Et alors, la science des rêves, c'est curieux parce que, au fond, quand on interprète un rêve, on n'interprète pas les images du rêve. On interprète le récit que fait le rêveur des images qu'il a vues. Et vous savez que c'est une sorte de rébus qu'il faut déchiffrer comme on déchiffre des rêves. En tout cas, c'est considéré comme la voie royale d'accès conscient, et c'est la naissance de la psychanalyse. Ensuite, alors, il y a la cure par la parole, alors on passe par la parole, avec la psychopathologie de la vie quotidienne, où là, ce sont effectivement des phénomènes langagiers qui sont étudiés, les lapsus, les mots d'esprit, etc. Et d'ailleurs, les complexes. Et bien entendu, comme on donne tout d'un coup le nom à un de ces complexes, celui d'Édipe. Je crois qu'il est peut-être inutile de rappeler que c'est parce qu'Édipe nous a déchiffré une énigme. 1911, John Bimago. Alors, Pierre Janet, je vais peut-être passer rapidement, si c'était pour dire que Pierre Janet continue le travail de Charcot en
en étudiant l'état mental des hystériques par l'hypnose et l'analyse psychologique. Le laboratoire de la CPTV est fermé, mais il peut terminer son cours au Collège de France, où il a comme auditeur et Lacan, Denet, etc. Et en 1934, Maître Henriet publie Hallucination et délire, les formes hallucinatoires de l'automatisme verbal. Alors, entre deux guerres, apparaît la notion de surréalité, qui part d'ailleurs de considérations psychopathologiques, et qui rejoint ce que avait déjà introduit Bleuler, la distinction entre la réalité psychique et la réalité réelle, si je puis dire, qui reprend dans l'autisme et que va poursuivre Minkowski. Alors en 1931, la thèse de Lacan, de la psychose paranoïaque, et la rencontre de Salvador Dali, qui va imaginer la méthode paranoïaque critique qui permet de représenter picturalement en même temps et avec la même fidélité, réalité et surréalité. C'est-à-dire que quand on voit, quand on regarde un tableau de Dali, en principe, on doit voir les deux choses. Alors là, je vais passer très, très rapidement, puisque Dominique Latolière en a parlé. Il y avait, en psychanalyse, on parlait de topiques, il y a eu deux topiques, la première que je viens d'évoquer, la deuxième topique, avec le moi, le ça sur moi. À la fin du XXe siècle apparaît la topologie en mathématiques, qui est consacrée à l'étude des transformations continues. À la même époque, Lacan parle de la langue, ça c'est un jeu de mots tiré du nom de la langue, auteur d'un vocabulaire de philosophie, puis donc des nœuds borroméens. Alors, donc là je passe tout à fait rapidement, parce que ça a été tout à fait évoqué. Ce qu'il dit à partir de 1972, c'est tout à fait à la fin de son œuvre. Mais je voudrais quand même souligner que Lacan ne pouvait pas ignorer la signification dans la théologie chrétienne des nœuds borroméens. Et que d'ailleurs, il y a quelque chose qui est curieux, c'est qu'en 1974, il rencontre Salvador Dali par hasard à New York, et que Salvador Dali lui dit « Je sais que tu t'intéresses aux nœuds borroméens, et je te conseille d'aller les voir sur les tombeaux de Saint-Charles de Borromée, qui est, comme je vous l'ai dit, le protecteur de la peste. » Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez bien, on va passer au deuxième orateur, puis après il y aura des questions dans la salle. Alors je voudrais présenter rapidement le docteur Jérémy Saint-Zel. Alors dans le programme, vous êtes présenté comme historien. En fait, vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Et si vous êtes présenté comme historien, c'est que vous avez consacré votre thèse de médecine à une étude sur les 100 ans d'évolution du concept de la démence précoce à la schizophrénie. De même que vous avez publié 5 articles dans les annales médico-psychologiques sur l'œuvre d'Émile Créplin, dont vous avez entrepris la traduction. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'imaginaire dans les classifications psychiatriques. C'est à vous. Merci à tous d'être là et de m'avoir invité, en particulier Dominique Vintrebert, qui m'a fait confiance pour faire une petite intervention sur un sujet qui est un petit peu nouveau pour moi, c'est-à-dire dans l'histoire de la psychiatrie, essayer de rajouter un peu de théorie psychanalytique, et en particulier une réflexion que j'ai eue vis-à-vis de l'introduction de l'imaginaire dans ce que signifie cette organisation classificatoire de la maladie mentale. Alors, il faut parler maintenant des conflits d'intérêts. Donc, est-ce que les conflits d'intérêts sont toujours une histoire d'argent ou pas? Donc, voilà, je vais évoquer le fait que j'ai participé à la traduction d'un chapitre du DSM-5 de manière bénévole. Donc, je ne sais pas si ça relève du Sunshine Act ou pas. Mais bon, en tout cas,
pourquoi pas l'évoquer. Alors voilà, on va revenir donc sur Philippe Pinel. Moi j'aime bien les images, c'est-à-dire des photos, mais également les images du texte et de la typographie. Donc Philippe Pinel, dès son premier traité sur l'aliénation mentale, propose donc une classification des maladies mentales, c'est-à-dire la division de l'aliénation mentale en espèces distinctes. Alors donc, Pinel dit, c'est un terme heureux que celui d'aliénation mentale, pour exprimer dans toute leur latitude les diverses lésions de l'entendement, mais il importe d'autant plus d'analyser ces diverses espèces, de les considérer séparément, d'en déduire ensuite les règles du traitement médical et celles de la police intérieure à suivre dans les hospices. Alors, que vont devenir ces classifications et surtout, finalement, comment est-ce qu'on les utilise aujourd'hui? Moi, je pense que donc, les classifications permettent d'aborder la maladie mentale essentiellement de 3 manières, c'est-à-dire d'accompagner la clinique sur le terrain et faire face au réel de cette clinique de la maladie mentale. Les classifications servent aussi à l'enseignement psychiatrique et donc à la recherche scientifique appliquée à la psychiatrie. Donc j'aime bien, quand on parle de classification, revenir sur le travail de nos collègues allemands, notamment au XIXe siècle, qui ont organisé finalement la pathologie mentale à partir de leur école nosographique, c'est-à-dire en Allemagne à l'époque, de nombreux auteurs ont proposé des classifications concurrentes finalement de la maladie mentale. En général, les auteurs de ces diverses classifications possédaient un pouvoir important sur le plan pédagogique et représentaient donc des autorités cliniques reconnues sur le plan européen. Et leurs contributions, leurs travaux sur la nosographie ont accompagné donc, le développement de la psychiatrie qui donc est devenue petit à petit une spécialité médicale à part entière au sein de la médecine moderne. Alors bien sûr, je vais parler très rapidement de la classification psychanalytique de Freud, qui est basée essentiellement sur le discours du patient et qui se base aussi sur les impressions transférentielles croisées entre le clinicien et le patient. Mais en psychiatrie, c'est surtout la classification d'Emile Kraepelin qui s'est voulu baser sur une recherche autour de l'organicité. C'est-à-dire que là où pour Freud, c'est le transfert qui est central dans sa clinique, pour Kraepelin, donc qui est à la base de notre psychiatrie moderne actuelle, on doit rechercher finalement quelle serait la lésion anatomopathologique. Alors Kraepelin essaie de définir des noyaux de maladie, de les délimiter, de proposer des diagnostics différentiels, propose par la suite une série statistique pour étayer son propos, et notamment fonde l'Institut de recherche scientifique Max Planck de psychiatrie, en tout cas c'est comme ça que le centre s'appelle aujourd'hui, à Munich. Donc Kraepelin souhaite développer une clinique moderne et fiable, et bien sûr, au bout d'une cinquantaine d'années, les diagnostics vont être complètement divergents entre des pays de culture similaires, mais finalement de traditions et d'histoires différentes. C'est ce qu'a montré notamment l'étude US-UK Study, où la proportion attribuée au diagnostic de schizophrénie est extrêmement différente des deux côtés de l'Atlantique. Mais je pense que ce qu'on peut retenir essentiellement du travail de Kraepelin, c'est qu'il a souhaité définir des outils descriptifs, définir des mots de la psychiatrie, tout en définissant une clinique organisée. Donc on essaie de décrire une clinique organisée de la psychiatrie. Alors parlons un petit peu du travail de Kraepelin, notamment concernant la démentia précoce, qui est finalement l'ancêtre de la schizophrénie. Alors, je vous ai mis ce petit schéma que j'ai composé à l'occasion de ma thèse. C'est-à-dire que pour Kraepelin, il faut définir des symptômes psychiatriques, ensuite il faut définir des formes cliniques, il faut observer comment ces formes cliniques évoluent, et on converge, après ce travail d'échantillonnage,
converger vers des formes d'évolution qui sont de moins en moins nombreuses, d'après ce que dit Kraepelin. Parce que pour Kraepelin, il faut essayer de mettre en évidence le trouble fondamental, c'est-à-dire les signes fondamentaux de la démence précoce, de la schizophrénie, qui seraient donc retrouvés de manière constante dans toutes les formes cliniques et dans toutes les formes d'évolution. Et donc la destruction de la personnalité psychique serait essentiellement traduite pour lui par un trouble des émotions, un trouble de la volonté, qui serait le reflet d'une lésion cérébrale spécifique. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant d'insister là-dessus, c'est-à-dire que pour Kraepelin, la lésion cérébrale dans la maladie mentale, en particulier dans la démence précoce, aujourd'hui la schizophrénie, n'est qu'une théorie. C'est une hypothèse séduisante. C'est aussi un rêve de la psychiatrie de démontrer son bien fondé sur l'organicité. Donc Kraepelin va faire des propositions, mais donc sa réflexion empirique, puis étayée par la statistique, n'est qu'une hypothèse parmi d'autres propositions, mais Kraepelin a eu donc un rayonnement tel qu'on a eu tendance à rechercher dans ses travaux une sorte de vérité. Ensuite, nous allons parler rapidement donc, de Eugène Beller, et notamment de sa proposition de modernisation de la démence précoce, qui donc va s'appeler de manière courante la schizophrénie, dans son livre Démence précoce sous le groupe des schizophrénies, paru en 1911. Alors, pour Eugène Beller, on va reprendre l'échantillonnage et la convergence des formes cliniques proposées par Kraepelin, mais pour lui, la corrélation avec l'organicité est beaucoup moins évidente, et Beller va préférer se concentrer sur le trouble fondamental, la dissociation, selon lui, c'est la dissociation des complexes, la schise, qu'il croit reconnaître partout chez les malades schizophrènes. La grande différence entre Kraepelin et Beller, c'est que là où Kraepelin déduit ses conclusions à partir de la clinique, Beller, lui, va avoir une conviction forte de l'existence de l'organisation psychique autour de la dissociation de la schise. L'organicité, donc, pour Beller, va être renvoyée donc, sur les travaux d'Alois Alzheimer. Il le cite notamment dans son ouvrage La schizophrénie de 1911, mais malheureusement, Alois Alzheimer n'aura jamais le temps de terminer son ouvrage sur les corrélats anatomocliniques en psychiatrie, qu'il va décéder en 1915, et ensuite dans l'ouvrage que Alois Alzheimer devait publier, on va avoir une mention donc de la disparition de l'Alzheimer avec ses secrets. Et ensuite, le corrélat anatomo-clinique de la schizophrénie va être remplacé plutôt par une clinique descriptive du cerveau. Alors, ce schéma un petit peu compliqué, c'est aussi pour vous dire que pour Beller, il faut peut-être reconnaître la schizophrénie aussi dans d'autres pathologies que la démence précoce, traditionnellement de Kraepelin. Donc on a une grande divergence en fait du concept chez Beller, qui sera ensuite réduit par Minkowski et Henriet. Donc on va retrouver chez Minkowski et Henriet, à l'époque moderne, une schizophrénie beaucoup plus proche de la démence précoce de Kraepelin que ce qu'avait proposé à l'époque Beller. Actuellement, les classifications contemporaines se basent sur une réflexion statistique. Alors bien sûr, les deux grandes classifications actuelles, c'est donc celle de l'OMS, la CIM 10-11, qui correspond finalement aux lettres de noblesse de la psychiatrie au sein de la médecine internationale. Et de l'autre côté, on oppose souvent la CIM au DSM, c'est-à-dire le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux proposé par les Américains, en particulier à
partir du DSM-3 en 1980, où finalement cela correspond à l'entrée des États-Unis sur la scène psychiatrique mondiale. Auparavant, la psychiatrie était essentiellement nourrie du dialogue franco-allemand, c'est-à-dire finalement intra-européen. Alors là où la CIM s'intègre au sein de toute la médecine, c'est-à-dire les pathologies mentales font partie de la médecine, la psychiatrie apparaît dans la 6e édition en 1949 du CIM. Le but de la classification de CIM est statistique et mène à l'organisation des soins dans chaque pays. En particulier, il y a quelques pays où il y a très peu, voire pas du tout de psychiatres. Par exemple, je crois qu'au Yémen, il y a 2 psychiatres. Mais aussi beaucoup de pays où les malades sont toujours enchaînés. Et donc le but de la classification du DSM est finalement de permettre l'inclusion dans les protocoles de recherche, l'inclusion des patients dans les protocoles de recherche, et on se base non pas sur l'anatomopathologie, mais sur une stabilité, la fiabilité interjuge, c'est-à-dire que plusieurs cliniciens doivent pouvoir porter le même diagnostic pour les mêmes patients. Les travaux qui ont mené à la composition du DSM sont statistiques, étayés par un outil informatique. Ils ont pour but donc une recherche expérimentale en vue de réaliser des essais cliniques en psychiatrie. Alors finalement, ces classifications permettent-elles d'atteindre une vérité clinique? Finalement, la psychiatrie reste beaucoup plus insaisissable que la médecine somatique, mais la médecine somatique qui se base sur l'organicité. Et en psychiatrie, on a notamment 2 gros problèmes. Un problème du contenu et du contenant. Du contenu, c'est-à-dire, par exemple, la déviation de la normale. Où doit-on classifier ce qu'on appelait les psychoses blanches, les démences simples? Est-ce qu'il faut classer les hémoïdophrènes dedans ou en dehors des pathologies mentales? Ça, c'est la réflexion qu'avait eu Kalbaum en 1890 quand il a créé ce terme d'hémoïdophrénie. Est-ce que les schizoïdes, les schizotypes sont des schizophrènes ou pas? Ensuite, par rapport à la création de ces classifications, que faire des formes prodromiques? Est-ce qu'une forme prodromique est une forme pathologique? Finalement, comment peut-on définir la durée des maladies dans ces conditions? Est-ce que les formes mixtes correspondent à des processus uniques ou des processus de maladies différentes? Que faire des co-diagnostics? Parce qu'actuellement, c'est un mouvement qui se développe dans la psychiatrie. Et puis donc on aboutit à des situations, à la classification, où on a par exemple le trouble F99.9, qui est un trouble psychiatrique sans précision. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'intégrer des formes de pathologie non définies, non typiques, non classiques, mais ces classifications doivent s'y étendre quand même. Ensuite, le problème du contenant, c'est-à-dire qu'en psychiatrie, nous avons une instabilité terminologique de fait. Notamment, les Japonais ont changé le nom de la schizophrénie en 2002, en passant d'une série d'idéogrammes qui signifie la désintégration, la maladie de la désintégration psychique, désintégration dans la même compréhension qu'on peut en faire dans la radioactivité, par exemple. Et donc en 2002, ce trouble est devenu le manque d'intégration, le syndrome du manque d'intégration psychique. Alors finalement, ces diagnostics, ce sont des signifiants. Et les classifications obéissent finalement à une langue, répondent. Ces classifications parlent d'une langue classificatoire. La langue classificatoire donc, est composée de signifiants qui se comportent comme finalement des êtres vivants. Ils ont une valeur symbolique et par exemple dans le cas de la schizophrénie ou de la démence précoce, on peut dire que les terminologies ont une durée de vie d'environ 100 ans. Alors ensuite, lorsqu'on passe de démence précoce à schizophrénie, il y a une réflexion des auteurs pour passer d'un concept à l'autre. C'est-à-dire que dans la schizophrénie, on a voulu
une interprétation psychanalytique qui a ensuite complètement disparu. Mais lorsqu'on change de terminologie, finalement, quelle devient, que représente ce petit a? Quelle est la perte que l'on observe en changeant de terminologie dans les diagnostics? Alors moi je pense qu'il s'agit peut-être d'une perte de créativité chez les cliniciens. C'est-à-dire que lorsqu'on change de terminologie, la terminologie ancienne finalement devient comme gravée dans le marbre, et on a l'impression qu'elle a été plus vraie, ou en tout cas qu'elle est plus figée qu'elle n'a été à l'époque. Je pense que quand un signifiant de la clinique, lorsqu'un signifiant diagnostique meurt, finalement, on en devient redevable. Les langues classificatoires ne reposent pas sur des arguments scientifiques, mais cette langue classificatoire repose sur une intuition clinique qui est transmise par la tradition orale. Ensuite, est-ce que notre psychiatrie est basée sur l'organicité? Le successeur de Kraepelin à Munich parlait de chasse aux fantômes, dont le fait de reconnaître des pathologies mentales là où on avait l'impression de les reconnaître chez les malades. Il y a un implicite du modèle médical qui est finalement l'accès au réel par l'anatomopathologie. Mais finalement, quel est le matériel accessible pour le clinicien? On peut considérer donc qu'il y a une opposition entre les cliniciens qui considèrent que leur matériel de travail quotidien est le discours du patient, et il y a aussi des cliniciens qui sont plus à l'aise dans le fait de reconnaître des choses à étudier, des choses à comprendre dans les statistiques révélées par l'observation des malades qui correspondraient à des lois naturelles. Dans cette opposition appareil-psychique loi naturelle, je pense, bute sur une tentative d'objectivation des impressions cliniques. Je pense que ce souhait d'objectivation des impressions cliniques, c'est un fantasme du clinicien, peut-être une défense que nous avons par rapport au transfert avec nos patients, hein, ou on va dire un contre-transfert du clinicien vis-à-vis des patients. Finalement, l'effraction de la clinique essaie de se matérialiser sous une forme peut-être maîtrisable, mais le corrélat organique est uniquement théorique. À quoi servent les classifications? Donc le CIM, le DSM servent à réaliser des études scientifiques, servent peut-être à organiser les soins, mais je pense que la conséquence de cette sémantique sans corrélat organique et la conséquence du fait que les classifications ont une signification bien au-delà de leurs objectifs, je pense que ça peut nous renseigner sur peut-être une fonction imaginaire qu'ont les classifications. En conclusion, qu'est-ce qui pourrait faire tenir chez le clinicien le trépied entre un réel clinique, un symbolique composé par le jargon clinique et un imaginaire qui s'incarne dans les classifications? Peut-être que ce qui relie tout cela, peut-être que c'est le transfert qui peut être le lien symptomal entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. C'est-à-dire la volonté du clinicien de se confronter au patient, de se confronter à la pathologie mentale. Ensuite, dans ma réflexion aujourd'hui, qui est un début de réflexion, alors pourquoi redonner aux classifications une dimension imaginaire? Pourquoi rappeler finalement l'idéal que représentent les classifications? C'est-à-dire que la classification est toujours perfectible
mais il faut s'y référer. Alors, bien sûr, on dit toujours à chaque patient son expression clinique, mais je pense qu'il est très important de rappeler que les classifications sont plutôt du domaine de l'imaginaire pour éviter la suggestion de symptômes cliniques chez nos patients dans lesquels on aurait l'illusion de se repérer. Je pense que ça permet d'éviter le piège d'une codification rigide entre le réel et symbolique dans les pathologies mentales de nos patients, et ce qui pourrait mener une clinique paranoïaque, sans liberté de parole, que ce soit pour le clinicien ou pour le malade. Et je pense que cette démarche permettrait peut-être d'éviter que les patients ressemblent à des malades qui seraient prisonniers de leur maladie. C'est-à-dire que les malades présentent des symptômes qui correspondent exactement à ce qui a été décrit dans les différentes classifications. Voilà, merci de votre attention. Alors dans cette photo, en fait j'ai retrouvé cette photo sur internet en préparant cette intervention. Je me suis dit finalement qui a l'air le plus fou des deux. Voilà.